seule, à mon avis, une république fédérale française peut relancer la civilisation française comme influente, comme modèle dans l'Europe, pour que la France reprenne sa place authentique de fonction linguistique, culturelle, dans la grande Europe de Brest à Vladivostok, comme au XIXe siècle. Ça, c'est à la fois utopiste et réaliste, puisque la situation s'y prête aujourd'hui. C'est ce qui me différenciait d'Henri Leclerc, qui lui était resté dans l'idéal des droits de l'homme, puisqu'il était président de la Ligue des droits de l'homme. Et je le rencontrais d'ailleurs à rue Jean Dolent, pendant les réunions de la Ligue des droits de l'homme à laquelle j'adhérais dans les années 70, rue Jean Dolent dans le 14e, juste dans la rue qui longeait la prison de la Santé en 78-79, dans laquelle se trouvaient mes camarades Georges Join, Serge Roginski, Jacques Bernard et bien d'autres comme Martial Ménard, Jean-Michel Guillanton, Jean-Marie Salomon, etc., etc., avant d'être se retrouver à Fresnes d'ailleurs. Ça, ce sont des souvenirs, mais moi j'ai plutôt ensuite évolué vers l'idéal du droit des hommes, et non pas de l'homme unique avec un grand H, qui sert souvent de caution idéologique pour bombarder les peuples qui ne sont pas soumis à l'idéal cosmopolite de la marchandise pour être dominés par un système économique et non plus philosophique. Alors justement, sous quel angle pourriez-vous considérer Henri Leclerc comme un philosophe? Eh ben, Henri Leclerc était, à mon avis, un grand philosophe des droits de l'homme, c'est sûr. D'ailleurs, il a été président de la Ligue des droits de l'homme. Je crois que c'était à partir des années 90, et qu'ensuite, il était président d'honneur. C'était un philosophe gauchiste, évidemment. Je ne sais pas quelle était sa réflexion dans les dernières années de sa vie, mais puisque je ne l'ai pas revu à la fin de ses jours, mais il m'a semblé, par les médias, qu'il restait très fidèle à son idéal des années 1970. Il était resté dans l'idée du Parti socialiste, à la suite du Parti communiste. Il avait été d'ailleurs au Parti communiste, m'avait-il dit, je crois dans les années 50 ou 60. Comme moi-même d'ailleurs, moi j'étais à Villejuif, à l'école Karl Marx pendant une dizaine d'années, où tous les profs étaient au PCF, et je fréquentais l'université nouvelle du Parti communiste à la mairie de Villejuif. Donc j'avais une formation marxiste, ce qui nous rapprochait d'ailleurs, avec Henri Leclerc et Michel Rocard, qui avait voulu faire du PSU un parti marxiste-léniniste. C'est pour ça qu'à l'époque, je m'en étais écarté, moi, car je supportais mal le bolchevisme. J'avais plutôt une vision très fidèle à l'idéal marxiste du XIXe siècle, c'est-à-dire d'une société ayant aboli l'argent. Donc la monnaie, l'esprit d'échange. Je pense maintenant que c'est effectivement possible pour une société dirigeante, une nouvelle autorité, comme une nouvelle caste de philosophes, et non pas de marchands, au pouvoir. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est possible pour une partie de la société formant l'autorité, et non pas l'ensemble de la société, puisque la société est constituée
d'hommes, d'humains de niveaux de conscience différentes. Il y a des humains qui ont un niveau de conscience très bas au niveau physique, certains plus élevés au niveau psychique et d'autres au niveau métaphysique. C'est pour ça qu'il est intéressant d'étudier la société traditionnelle hindoue qui était divisée entre la caste des Shudras producteurs, des marchands Vaishyas, au-dessus des chevaliers, des militaires Kshatriyas s'occupant de la sécurité, et au-dessus la caste dirigeante des Brahmanes, c'est-à-dire des moines ou des druides dans le monde celtique ancien, ou plus récent. Et eux, effectivement, étant dans la fonction spirituelle, peuvent se débarrasser des préoccupations matérielles, c'est-à-dire de vivre sans argent, comme l'avait pensé Karl Marx. C'est-à-dire une fonction spirituelle proche du divin après des années et peut-être même des dizaines d'années d'études et de formation au niveau de la philosophie classique, traditionnelle, et après étude de la métaphysique et de l'ésotérisme, étude de l'anthropogénèse, de la cosmogénèse, etc., etc., ce qui représente l'intégration de milliers de pages d'instruction. Karl Weiss, nous évoquons beaucoup la mémoire et l'avenir des philosophes politiques, de la pensée philosophique incarnée dans des hommes et des femmes qui sont capables d'exercer le pouvoir. Et justement, quel discours leur appartient? Et j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de plaidoirie, de plaidoyer, c'est-à-dire quelque chose qui tient du discours philosophique de défense et non d'attaque. Oui, mais justement, c'était, disons, le don qui était celui d'Henri Leclerc. Hommage à Maître Leclerc pour cela, car il était très sensible, c'était quelqu'un de très humain, et il était très sensible aux gens, face aux gens qui étaient accablés, accusés, voire désespérés suite aux conneries qu'ils avaient pu faire. Et il était spécialisé donc en tant que grand pénaliste dans la défense de ceux qu'il considérait comme malheureux, C'est la grande, même étant coupables. grande vertu européenne, et plus largement de la compassion, qu'on appelle aujourd'hui empathie, mais qui fondamentalement est compassion. Il me laissait un peu l'impression d'un prêtre, d'un curé, qui parlait en chair quand il plaidait au tribunal. Et il avait ce côté effectivement très empathique et il était très écouté. Évidemment, il impressionnait beaucoup les juges par sa capacité d'impacter et de convaincre, voilà, de convaincre en s'appuyant toujours sur le droit, mais d'une manière, je dirais, poétique dans sa manière de plaider. Inspiré par la parole de l'ange. Oui, il a été question de l'ange sur l'épaule, oui. Lui-même disait cela. Hein. Oui. C'est lui-même qui parlait de l'ange perché sur l'épaule. Il a défendu des gens comme Roman, Léger et une jeune dame militante révolutionnaire, Hélène Castel, il n'y a pas très longtemps, qui était à Action Directe avec une de mes amours des années 70, Joël Aubron, qui a été ma compagne en 1979 et
qui est passé ensuite, 6 ans après, à Action Directe. Ce qui m'a valu d'être très observé et même embarqué par la maréchaussée parisienne. Et c'est là que Henri Leclerc a été pour moi de très bons conseils, car il était très humain. C'est pour ça qu'il a été à la Ligue des droits de l'homme, évidemment. Mais il était resté, à mon avis, assez sectaire dans sa démarche. Il n'était pas fédéraliste. Il était resté socialiste et ne supportait pas tout ce qui était nationalisme. Il était un adversaire acharné de Jean-Marie Le Pen. Alors que moi, par esprit fédéraliste, j'ai fréquenté Jean-Marie Le Pen, comme j'ai fréquenté Michel Rocard et Henri Leclerc. C'est-à-dire que je suis pour l'un et l'autre, le « et » copulatif, et non pas l'un ou l'autre. C'est d'ailleurs cela, ce point de vue de l'un et l'autre fédéraliste, et non pas du tout l'un ou tout l'autre sectaire français jacobin, qui m'avait conduit en 1969 à soutenir le général de Gaulle dans son projet révolutionnaire pour la régionalisation, la décentralisation et la participation des salariés au capital de leurs entreprises par référendum, lequel a échoué car, évidemment, la CIA a tout fait pour faire perdre le général de Gaulle, pour faire élire Georges Pompidou, le président de la Banque Rothschild en France. L'un et l'autre, c'est l'idéal dans l'union de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire, l'un s'occupe des affaires spirituelles d'en haut, de par l'observation des idées du ciel, et l'autre s'occupe des affaires matérielles d'en bas, de par l'observation de la nature. C'est aussi l'union de saint Thomas et de saint Augustin. Disons que je ne suis pas dualiste manichéen. Je ne suis pas un hémiplégique politique. Il faut être l'un et l'autre, et non pas tout l'un ou tout l'autre, ce qui mène au totalitarisme, au sectarisme. Moi, en tant que fédéraliste, je ne suis pas ou de gauche ou de droite. Je suis pour le radicalisme, prendre le mal à la racine du jacobinisme qui divise dans la République centraliste totalitaire les gens entre gauche et droite de manière, comme on dit, à diviser pour régner. Moi, je suis donc de gauche et de droite, et non pas le tout l'un ou tout l'autre. Alors cela, ça me vient peut-être de mon éducation en banlieue sud, après le 13e arrondissement ouvrier, puisque mon père était gaulliste, et même à l'origine royaliste, et que ma mère était socialiste. Mais ils s'adoraient. Ma mère était agnostique, et mon père catholique. Mais les discussions à table avec mon grand-père de la fédération anarchiste qui trônait aussi étaient multiples et pleines de polémiques. Mais ça m'a donné un esprit critique au-dessus de la politique politicienne. Et je comprends très bien Henri Leclerc, qui n'a pas voulu faire de carrière politicienne. C'était un esthète du verbe. Je pense que la société doit être comme une peinture, un tableau, dans l'harmonie symphonique des contraires
des couleurs complémentaires et opposées, c'est-à-dire des formes aussi complémentaires entre les courbes et les droites, les matières et les aplats maigres, la brillance et la matité, les parties mates, tout ça forme une œuvre picturale comme une œuvre sociale. C'est pour ça qu'un vrai révolutionnaire, sur le plan historique, doit être comme un artiste sur le plan esthétique. Et finalement, Jan Berthellemans, vous auriez été un excellent avocat. Ah, on a dit ça, mais on m'a bien souvent dit que j'aurais dû être comédien pour faire du cinéma ou acteur. Oui, il y a un point commun, effectivement, entre les acteurs et les avocats, dans leur manière de s'exprimer. Il y a une différence, c'est que c'est ça que j'aime pas beaucoup chez les acteurs de théâtre ou de cinéma, c'est qu'ils disent un texte dont ils ne sont pas les auteurs, qu'ils n'ont pas écrit, alors qu'un avocat est un acteur et en même temps le créateur, l'auteur de son texte. Puis l'enjeu n'est pas le même. Oui, évidemment, parce que l'enjeu peut être une dizaine ou une vingtaine d'années d'emprisonnement pour le spectateur qui est dans le box, ce qui n'est pas le cas pour un spectateur de théâtre et de cinéma. Oui, hommage à Henri Leclerc, car même quand il n'était pas d'accord avec nous, je me souviens, moi dans les années 70, j'étais dans la mouvance de ce qu'on appelle les autonomes, en tant qu'autonomiste breton. Il n'y avait pas de contradiction à être autonome jusqu'au bout, et même dans le mouvement des autonomes d'ultra-gauche à Paris. Moi, en tant qu'autonomiste breton, j'étais ethno-différentialiste, et je le suis toujours, pour la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le droit à la différence. Et je considère que le système socialiste représentant la gauche en France est l'avant-garde du capitalisme. Le laboratoire de recherche pour améliorer par des réformes le pouvoir des banquiers et des marchands, et non pas sa remise en question, la remise en question du pouvoir politique économique pour mettre à sa place un pouvoir politique philosophique. Ça, c'est fondamental. Et les immigrés sont avant tout des victimes. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut reconnaître. Et les enfants d'immigrés qui n'ont pas d'avenir dans les banlieues sont des victimes du trafic des esclaves, du marché des esclaves modernes, du trafic humain sur la planète. Ce sont des déportés de leur village natal en Afrique vers la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Ou le Val-de-Marne, d'ailleurs, la banlieue sud, c'est un point commun que j'avais avec Alain Delon, comme j'en ai déjà parlé, et Henri Leclerc, puisqu'il a été élevé à Sceaux. Sceaux, Bourg-la-Reine, commune voisine où j'ai été élevé moi-même à La Île-et-Rose et à Villejuif. À Villejuif, là où il est décédé d'ailleurs. C'est peut-être un signe karmique, puisqu'il est mort à l'hôpital Paul Brousse, où travaillait ma mère comme infirmière. Il est peut-être mort d'ailleurs d'un AVC à l'hôpital Paul Brousse, des suites du vaccin, du pseudo-vaccin contre le Covid, qui n'est pas un vaccin, mais de l'acide ribonucléique, qui accélère le métabolisme, d'après ce que j'ai compris, et qui est à l'origine de très nombreux décès parmi mes connaissances plus ou moins proches depuis 2 ou 3 ans. Il était d'ailleurs
m'avait-il dit, au lycée La Canale, à Sceaux, où j'aurais dû aller, moi, si j'avais été un meilleur élève euh, à Villejuif et Chevilly-la-Rue. Ah, c'est là que voulait m'envoyer mon père. C'est des points communs, des petits signes de l'histoire, hein, pendant, disons, plus d'une cinquantaine d'années. Et savez-vous, Yann Bertillon, pourquoi Henri Leclerc ne s'est pas lancé dans une carrière politique? Ah bah, certainement parce qu'il adorait son métier d'avocat et qu'il était plutôt dans une démarche artistique que politique, hmm, puisque il avait une manière, disons, théâtrale de plaider. C'était un grand artiste du verbe. Hmm. Effectivement, il aurait pu être un grand orateur comme Jean-Marie Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ou même, Christiane Taubira, ou même François Mitterrand, hein. oui aussi. Euh, mais il n'était pas motivé sur le plan économique comme les politiques actuelles, puisque je me souviens, il se faisait rétribuer par l'intermédiaire d'une coopérative d'avocats qu'il avait créée au prix d'une consultation chez le médecin. Il avait aligné ses consultations comme conseiller sur les tarifs des consultations médicales. Ça, c'est un détail extrêmement intéressant. Ah oui, surtout que les militants rentemplant que nous étions n'étaient pas forcément très riches à l'époque. En 1977, j'ai eu affaire à Roland Dumas, qui avait son bureau, son cabinet près de l'Étoile, pour défendre des camarades d'enfance d'école bretons, Jean-Pierre Eléguarche, Serge Dupont-Nédélec et Alain Brunel, qui étaient en prison en Espagne. Ils avaient participé à des braquages de banques à l'époque de Franco et étaient donc terroristes. Ils avaient été condamnés à de très lourdes peines. Même Jean-Pierre Eléguarche avait été condamné à mort et gracié ensuite sur intervention de Mesmer. Mais Roland Dumas nous prenait tellement d'argent que nous avons eu affaire à Henri Leclerc, qui nous a été de très très bons conseils, quasiment gratuitement. Hommage à Henri Leclerc. Ensuite, j'ai eu encore affaire à lui en 1979. C'était en 1978, au moment du procès du FLB, car la police parisienne voulait absolument me faire passer devant la cour de sûreté de l'État en me soupçonnant d'être un des chefs du FLB, parce que j'avais mon appartement à côté rue de la Gaîté, et de nombreux camarades passaient là, comme Georges Join, Martial Ménard, Jacques Denis, Jacques Bernard, Christian Billan, Serge Roginski. Alors évidemment, ça attirait l'attention. Mais le FLB avait déjà des chefs plus compétents que moi, comme Yann Fouéré, Alain Neusaff, Yann Goulette, qui eux étaient en Irlande. Et c'était très bien comme ça. Mais comme on voulait absolument m'emmener au quai des Orfèvres, Henri Leclerc a été très utile en ce qui me concerne. De très bons conseils. Et grâce à lui, j'ai un casier judiciaire vierge. Je tiens à le souligner. Ensuite, oui, en 1979, j'avais participé à la manif le 23 mars entre Opéra et Gare du Nord, Gare de l'Est, avec Joël Aubron, ma compagne de l'époque. Mais on a réussi à s'esquiver à temps. Par contre,
mon camarade Laurent Poët, lui s'était fait ramasser, Laurent Poët dit Popeye, s'était fait embarquer, je crois, à cause de boulons qu'il avait dans ses poches, ou autre lance-pierre peut-être. Et il s'est retrouvé au placard. Et donc, Henri Leclerc a été son avocat très efficace pour le faire libérer et même faire en sorte qu'il puisse continuer son métier de professeur d'histoire, ce qui était compromis à cause d'une condamnation. À l'époque, il avait affaire aussi à Jean-Pierre Mignard. Hommage à Henri Leclerc.